Bonsoir. Alors, c'est Adon pour Le Cœur à l'ouvrage. Organisme de formation, donc, ou plutôt de déformation, de type geste et posture. Pourquoi type geste et posture? Tout simplement parce que ça ne répond pas tout à fait à la formation que je propose. C'est un intitulé qui vise à partager mes connaissances, mes recherches accumulées depuis plusieurs années et que je partage après avoir travaillé dans le milieu agricole, en maraîchage, également aussi, sur des fermes, fermes d'élevage et sur la récolte de pommes et transformation. Alors, donc le pourquoi aussi, je me positionne en côté, déformateur, hem, le 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 geste et posture, tel qu'il est pratiqué, aujourd'hui et puis depuis de nombreuses années, a un discours qui est, simpliste par lui-même. Dans le sens où, infantilisant, bien une posture ou une gestuelle qui serait, bien ou, pas bien, non adaptée. La formation qui est, adaptée à, comment dire, une société techno-industrielle, donc une adaptation à la machine plutôt qu'à l'être humain, à la personne qui va être opérateur. Et aussi un comment dire? Une formation qui est aujourd'hui, dépassée, au vu des connaissances scientifiques, sur le fonctionnement du corps, sur le sport, grâce au sport notamment, avec plusieurs études et puis une évolution des pratiques, sur le physique. Donc ce que je souhaite proposer, c'est une alternative à ce type de formation. Issu du milieu, des arts martiaux, notamment du tai chi chuan. J'ai été, pour nourrir ma pratique, pour comprendre ma pratique, de me former sur d'autres, types de pratiques martiales, comme l'aïkido, j'ai été aussi, initié jeune au judo, qui a formé un petit peu mon corps, notamment par rapport à tout ce qui était, le sol. Ensuite, j'ai été formé aussi, au shiatsu, qui m'a donné des clés aussi de compréhension de la relation au sol, heu, avec des appuis, avec, comme les genoux, comme l'assise, me permettant de travailler au sol de façon confortable. Donc aujourd'hui, ce que je partage, c'est une compréhension du mouvement, corporel et de façon à mettre cette compréhension au service, du travail manuel, des pratiques manuelles, qu'elles soient au niveau agricole ou artisanales ou d'autres pratiques, manuelles. Là où je voudrais relativiser, donc c'est un discours qui revient très régulièrement, aujourd'hui. C'est sur, ces standards donc qui ont été partagés pendant très longtemps, au niveau des gestuels qui seraient adaptés ou non adaptés. Hem, l'objet, c'est toujours la contextualisation du geste, la contextualisation de la posture. Et notamment à quoi sert ce geste? À partir du moment où, on se pose la question de, comment est-ce qu'on bouge? Et notamment ces 2 items, que tout le monde connaît, la posture voilà, de plier les genoux pour aller soulever un poids, voilà et non, se pencher en avant pour, prendre un poids qui serait, douloureux pour le dos. Donc j'ai l'habitude de dire que ces 2 items, en fait, ça dépend ce qu'on cherche. Je peux très bien avoir besoin, de soulever un poids, plusieurs fois et donc effectivement, s'il est relativement conséquent ou si c'est répétitif, le fait de, descendre dans mes appuis, ça va me permettre de diffuser la pression et la charge de travail. Inversement,
on voit que des pratiques telles que au niveau sportif, ce qui s'appelle le Jefferson Curl, où on va soulever un poids en étant jambes tendues et en cherchant à dérouler l'ensemble de la colonne vertébrale, donc en sollicitant l'ensemble des muscles de la colonne vertébrale. Si on pratique cette gestuelle régulièrement, forcément, on va renforcer les muscles de cette colonne vertébrale. On va en renforcer la conscience aussi. Et autre aspect, c'est une manière de soulever un poids qui peut aussi être intéressante en fin de journée ou à un moment donné où je commence à sentir des tensions au niveau du dos, de façon à aller soulager précisément le dos. Avec une intention, une attention à aller s'étirer progressivement en déroulant la colonne vertébrale, en même temps que je remonte, le poids, heu, de comment dire? De masse modérée. L'objectif, il est quand même de se faire du bien. Voilà, donc c'est une des conditions où, et ben, à cet endroit, geste ou posture, ça dépend. C'est pas forcément bien ou nocif pour le corps, à partir du moment où c'est compris. Le, il y a différents métiers avec, différentes approches et alors différents corps, hem, notamment au niveau, par exemple, les plantes aromatiques et médicinales, pour ce qui est du milieu agricole. Les licicultures, donc, par rapport, à l'élevage d'escargots. Forcément aussi, l'horticulture et après l'élevage bovin, l'élevage caprin, l'élevage, ovin ou toute autre pratique, agricole et artisanale. Le corps a une structure. Le c'est pas, ce n'est pas le fait de travailler les muscles, forcément qui vont faire la pratique, mais très souvent, la pratique qui va, conditionner les muscles qui vont être engagés. Pour, cette histoire ça dépend. Il faut savoir que historiquement, voilà, ces postures, ces gestuelles, elles ont été, pensées de façon mécanique. Elles ont été pensées pour adapter le corps à, un outil de travail, hein. Je parlais de techno-industriel. Donc l'objet, c'était, d'avoir un minimum de gestes, ça on a été jusque-là, d'avoir un minimum de gestes pour être le plus, rentable possible. Il n'y a plus aucune considération en fait pour la personne, je simplement elle remplace, le robot qui n'existe pas pour accomplir la tâche qu'elle a effectuée. C'est une rationalisation extrême. Avec, le temps, la gestuelle, et du coup le rythme. Maintenant, si on est, des individus responsables, qui se posons des questions sur, ce qu'on est en train de faire, sur pourquoi on est en train de le faire, ça va n avoir des conséquences sur notre manière de le faire. L'engagement qu'on va mettre dans notre geste et qui va servir un objectif. Un objectif à plus ou moins long terme, avec des objectifs à plus ou moins long terme pour servir cet objectif et la réalisation, des tâches qu'on va avoir sera pas la même, à partir du moment où elles seront investies de cette direction. Un exemple, donc l'objectif, c'est un changement de compréhension du comment on réalise sa tâche. Et comment on réalise sa tâche, ça implique aussi une manière de penser cette tâche différemment de celle qu'on a apprise. Pour, pour reprendre, une anecdote, c'est l'histoire du petit Kevin.
qui a 4-5 ans, qui est en bord d'autoroute avec sa mère au téléphone, qui ne le regarde pas, il est sur l'aire d'autoroute tranquillement, hein. Sur cette aire d'autoroute, il y a un mur d'escalade adapté pour les enfants et la mère de Kevin regarde dans une autre direction. Elle est au téléphone, dans une conversation assez engagée, assez houleuse et le petit Kevin, tout simplement, lui, ben, il est content et il fait honneur à sa nature, humaine et il grimpe tranquillement, ce mur d'escalade. Au point d'être à 2-3 mètres, 2 mètres de haut. Au moment où, la mère de Kevin s'aperçoit de ça, elle est déjà dans un état émotionnel, où, ça comment dire? Elle n'est pas totalement disponible et là, elle va lui dire: «Attention Kevin, tu vas tomber». Qu'est-ce qui se passe? Kevin, lui, pour lui, jusque-là, en fait, il n'y avait pas de problème, aucun et là, on lui dit qu'il n'est pas en sécurité. C'est son adulte référent qui lui parle. Qu'est-ce qui va se passer? Kevin, il va se raidir, il va perdre confiance dans ce qu'il est en train de faire et il va tomber. Et alors généralement, en plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la mère va rajouter: «Tu vois, je te l'avais dit». Donc pour sa confiance en lui, ça va en rajouter une couche. Pourquoi cet exemple qui illustre vraiment, la manière dont on a été, souvent éduqué? C'est qu'on pense aussi comme ça, par rapport à notre gestuelle. Si la mère de Kevin avait été plus posée, qu'elle lui avait dit: «Ah, là Kevin, tu es bien haut et j'aimerais que tu redescendes». Sans s'impliquer émotionnellement, elle garde sa peur pour elle, tout se serait très bien passé et elle aurait pu même admirer, du coup, son fils en train de redescendre, en lui demandant de faire attention, ce qu'il aurait fait. Pourquoi cet exemple? Parce que c'est une des manières dont on a appris donc à s'engager physiquement. C'est le principe de l'intrinsèque et de l'extrinsèque, les motivations. Quelles sont les motivations? Le petit Kevin, dans ce qu'il est en train de faire, il est complètement engagé. Avec ses bras, avec ses mains, avec ses pieds, avec tous ses sens, en fait, il est engagé. Et là, il y a quelqu'un d'extérieur à lui qui lui dit comment ne pas faire. Il ne se il laisse en fait, en plus, un adulte référent, un adulte qui va être intériorisé par la suite, qui lui dit ça. Voilà, c'est une façon dont on a l'habitude de travailler. Maintenant, je reviens sur mon sujet, je laisse cheminer ça chez vous. Au niveau du comment, on travaille, on a tendance à travailler en résistance par rapport au travail. On a tous et toutes appris, à travailler de façon, très souvent musculaire et avec notre système de relation, à la tâche. À aucun moment donné, on nous a expliqué comment fonctionnait le corps pour réaliser cette tâche. On nous a laissé expérimenter par nous-mêmes sans aucun guide et sans retour qui nous aurait permis de éventuellement modifier notre mouvement de façon plus efficiente. Dans les exercices, dans les pratiques physiques, telles que le maraîchage et autres pratiques agricoles, mais aussi au niveau de l'artisanat, une petite chose toute simple qui, économise beaucoup d'énergie, c'est la gravité. Le fait de structurer le corps de façon à profiter au maximum de cette énergie gratuite qu'est la gravité. Derrière moi, il y a une petite, donc un joli dessin. Donc là, ici, en fait, voilà, j'ai la forme de notre colonne vertébrale qui vise à pouvoir compenser les chocs
vis-à-vis du sol. Elle est ondulée, ce qui va lui permettre d'absorber en fait les chocs au niveau du sol. Ça, c'est un de ses avantages. Ensuite, donc cette structure de corps, si on veut l'utiliser, de façon, optimale, vraisemblablement au niveau sportif, dans beaucoup de pratiques sportives, ça va être de chercher à verticaliser cette structure. Ce qui va pour arriver à ça, on va chercher à avoir une vraie verticale, que je différencie, du fait de se tenir droit, qui était une injonction, répétée à toute une génération et des générations avant elle, sans être forcément comprise, hem et qui va générer surtout de la tension. Le fait de se tenir droit, pour beaucoup de gens, ça signifie de la tension physique. Là où la verticalité, le fait de simplement pousser le sommet du crâne, vers le haut, le fait de relâcher, aussi au niveau du bas, ça va permettre plusieurs choses. Ça va venir, stimuler le système nerveux, on va y venir, ça a un sens vraiment au niveau de la démarche que je propose via, le cœur à l'ouvrage, et ça va permettre aussi de revenir ouvrir ici et ici, des muscles essentiels qui sont le diaphragme en haut et le plancher pelvien. Parce qu'une des choses, dont est malade en partie notre société, c'est la respiration. On ne sait plus respirer. Sauf que, au niveau du milieu agricole, quand on regarde des travaux manuels tels que le passer la faux, tels que, la hache, tels que, la houe, en réalité, c'est ce mouvement respiratoire qui vient rythmer le travail. Donc il a vraiment une grande importance, ce mouvement respiratoire, et dans son amplitude maximale, il a encore plus d'intérêt. Un autre aspect, c'est forcément aussi le changement de rythme. Dans ce mouvement, donc là, c'est un des aspects, donc la verticale. Ce qui va se passer aussi, c'est que dans la respiration, on va se retrouver avec des mouvements dits d'ouverture et de fermeture. Dans ce sens-là, et même plus précisément, dans ce sens-là. C'est une dynamique, en fait, de rotation. Rotation qu'on va retrouver dans quantité de mouvements. Rotation qui induit quantité de mouvements qui ont été relativement codifiés, donc par le biais, par les arts martiaux dont l'origine très, très souvent, en fait, c'était une origine agraire, et avec l'utilisation, des instruments qu'on avait, à la ferme pour pouvoir se défendre. D'où, en fait, des outils qui étaient adaptés pour le travail. La houe est un outil, qui est, parmi les plus répandus sur la planète, tandis que, l'usage de tous les engins mécaniques est relativement restreinte, aux pays occidentaux et à d'autres pays. Mais au niveau global, c'est l'outil le plus utilisé sur cette planète.
Il y a d'autres logiques donc, à cet endroit-là. Ici, je vous ai montré au niveau des épaules. En réalité, c'est exactement la même logique qu'on va retrouver au niveau des hanches, au niveau de la rotation des jambes. Les sections fonctionnent par rotation et du coup torsion ici. Vous voyez le coude, l'épaule, tout fonctionne en torsion. C'est ce qui va permettre d'optimiser, d'optimiser la gestuelle et de la rendre efficiente. D'avoir la conscience de cette gestuelle et de ses fonctionnements d'ouverture dans un sens ou de fermeture. Comprendre que le corps, il a aussi, 2 directions. Donc il y a cette direction d'ouverture, cette direction de fermeture et utilisé de façon, pragmatique, il y a des chaînes musculaires donc, qui sont reliées les muscles qui relient les muscles les uns aux autres, qui vont permettre de tirer ou de pousser, de façon globale. D'où l'intérêt en fait de savoir placer son centre de gravité pour optimiser, l'utilisation de ces chaînes musculaires qui fonctionnent en torsion, qui fonctionnent en ouverture au niveau de la cage thoracique et en fermeture et d'avoir un geste qui va être davantage habité, qui va demander moins d'efforts. Ce qui va permettre de redistribuer ensuite l'attention, l'attention nerveuse, vers d'autres informations. Le Au niveau sportif, on voit très bien, il y a, différentes applications. On va avoir, des pratiques d'endurance, on va avoir des pratiques de force, on va avoir des pratiques qui vont demander, de la vélocité et ces différentes pratiques, comprennent des protocoles qui eux-mêmes sont différents. Le fait de s'engager, sur de l'endurance, on va pouvoir s'engager progressivement dedans, avec une gestuelle qui est répétée. Pour cette endurance, on va pouvoir varier sa gestuelle également, avoir une même tâche et plusieurs gestuelles adaptées à cette tâche-là. La répétition progressive va permettre de rentrer petit à petit dans ce que je suis en train de faire. On va solliciter les muscles, stimuler le système sanguin, stimuler le système nerveux et on va pouvoir placer son attention différemment sur sa tâche. La force, elle va se développer par l'habitude et la vélocité, elle, va demander coordination et relâchement. La structure du corps, dans la démarche que j'ai adoptée, qui se base vraiment sur ce que j'ai observé au niveau du tai chi chuan, au niveau de l'aïkido et d'autres choses, elle est vraiment basée sur le relâchement. Aujourd'hui, les plus grands sportifs chez vont aller travailler sur le relâchement par rapport à tout ce qui est de l'endurance. C'est aussi, une garantie de pouvoir inscrire le corps dans du temps long. À partir du moment où je comprends, la structure du relâchement, la structure de l'effort, je vais pouvoir m'inscrire sur un temps beaucoup plus long et comme je le disais tout à l'heure, questionner cette histoire du pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je fais? Et pouvoir investir, de façon beaucoup plus importante ce que je suis en train de faire. La force du corps, aujourd'hui, par rapport à cette démarche-là, elle réside non pas dans, la capacité forcément musculaire, mais un autre système, ce qui est l'accumulation d'énergie dite cinétique, donc au niveau élastique, au niveau des tendons. Ce qui va permettre de développer beaucoup plus d'endurance et d'avoir une activité qui soit non pas
fatigante, mais au contraire qui va permettre de se remplir. Maintenant la question du pourquoi, au niveau de ce temps long et de l'engagement. Clairement, il y a des expressions qui viennent, souligner le fait que, d'aller travailler à reculons, le fait d'avoir un travail uniquement alimentaire, fait qu'on n'est pas engagé complètement dans ce qu'on fait. D'où le fait de questionner le pourquoi, de ce qu'on est en train de faire. Le fait de pouvoir, s'engager complètement, physiquement, si psychologiquement, émotionnellement, va générer d'autres conditions de travail. Pour exemple, simplement, le fait d'effectuer une tâche, où on va être, en colère. La colère est une émotion qui est uniquement, unilatérale. C'est une émotion qui vise à protéger le corps. Donc là, on est sur un côté, neurosciences. Le fait de protéger le corps, ça veut dire qu'il n'y a aucune information en retour. On est uniquement tourné vers l'action, une action agressive, une action, qui est là pour, nous permettre de survivre. Clairement, les muscles, les tendons ne sont pas utilisés de la même manière. Il n'y a aucun retour nerveux par rapport à la sensation et c'est là qu'on peut se faire mal. De la même façon qu'en désertant, le pourquoi, du travail qu'on est en train d'effectuer, en ayant une perte de sens par rapport à celui-ci, on va plus facilement se blesser. D'où le questionnement sur les motivations et les côtés intrinsèques ou extrinsèques. Est-ce que je suis engagé, vis-à-vis de mon éthique, vis-à-vis de mes valeurs? Ou est-ce que je réponds à des injonctions extérieures de paraître qui sont liées à mon éducation, qui sont liées à mon milieu culturel et qui vont conditionner mon rapport au travail? Voilà, si cette, vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager si vous pensez que quelqu'un peut en profiter, que ça peut résonner chez quelqu'un. L'organisme de formation Le Cœur à l'ouvrage intervient, au niveau des chambres d'agriculture via, aussi, les syndicats. Je vous invite à prendre contact, pour toute autre information. Merci, à bientôt.